Nous sommes le 3 janvier 2022 dans la petite ville de Slaughter, située en Louisiane, aux États-Unis. C'est une ville tranquille, il y a moins de 1000 habitants, donc autant vous dire que tout le monde se connaît et qu'il ne se passe pas grand-chose. Du moins, d'habitude. Sheila Fletcher, une femme âgée de 64 ans, appelle le 911 pour dire qu'elle vient de trouver sa fille de 36 ans morte dans son canapé. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour est horrible, il y a des détails ignobles, donc je vous déconseille fortement de manger pendant la vidéo. Et si vous étiez déjà en train de manger, arrêtez tout de suite. Lacey Ellen Fletcher, qui est âgée de 36 ans au moment des faits, vit chez ses parents qui sont Sheila et Clay Fletcher. Clay, c'est un fonctionnaire dans une société à but non lucratif qui s'appelle Baton Rouge Civil War et il fait aussi partie du comité de planification et de zonage de la ville. Sheila, elle, de son côté, c'est l'assistante du procureur de la ville. Le couple est très heureux, ils filent un parfait amour et le 25 novembre 1985, ils accueillent leur unique enfant, une fille qu'ils nomment Lacey. Quand Lacey a 9 ans, les parents emménagent dans une maison à 2 étages. La famille est très heureuse. Le dimanche, ils vont à l'église, ils sont connus de tout le monde car c'est une petite ville, donc, comme je vous l'ai dit au début, tout le monde se connaît. Lacey se fait très rapidement des amis. Bref, tout va bien. Elle est décrite comme une fille intelligente, dynamique, amusante. Elle adore la musique et elle fait partie de l'équipe de volleyball du collège dans lequel elle étudie. Seulement voilà, son état mental se dégrade petit à petit et lorsqu'elle est âgée de 14-15 ans, ses parents décident de lui faire l'école à la maison. La raison, elle a été diagnostiquée d'une anxiété sociale sévère et elle souffre aussi d'un trouble d'autisme. Cependant, on ne sait pas vraiment à quel stade d'autisme elle est. Ça, c'est ce que les parents révèlent, mais il y a aussi des rumeurs qui courent comme quoi elle aurait été victime d'intimidation. Bon, là-dessus, rien n'est bien sûr. Lacey était décrite par ses camarades de classe comme une personne qui était très gentille, très douce, intelligente, mais par contre immature pour son âge. C'est certainement dû à ses troubles d'autisme. On peut résumer entre guillemets son enfance et son adolescence à jusqu'à 14-15 ans, tout se passe bien. Elle a plein d'amis, c'est une petite fille heureuse. Et après 14-15 ans, il y a un gap qui se passe. Et là, elle se renferme. Elle ne parle plus, elle reste chez elle. Elle perd aussi les amitiés qu'elle avait construites. Et pour vous dire à quel point il y a un décalage qui se crée entre elle et ses anciens amis, parce qu'au début, elle continue quand même de les voir, même si elle fait l'école à la maison. Quand elle a 17-18 ans, elle propose à ses amis de venir chez elle pour regarder des films Disney. Ses amis qui ont 17-18 ans lui disent non, nous on a d'autres choses à faire, on a envie de traîner, de faire de la moto, mais les films Disney, c'est pas trop pour nous. Bien que, on a totalement le droit de regarder des Disney à n'importe quel âge, mais elle est en décalage avec ce que les adolescents de son âge ont envie de faire et ce qu'elle fait. Vers 20 ans, on lui diagnostique un trouble neurologique assez rare qui est le locking syndrome, le syndrome d'enfermement. Pour la faire courte, ce syndrome, c'est ton cerveau est conscient, par contre ton corps ne répond pas. Donc tu as envie de faire des choses mais tu ne peux pas bouger. Là encore, il y a quelques zones de flou sur ce syndrome dont elle souffrait potentiellement parce qu'après sa mort, le médecin légiste a dit que non, elle ne souffrait absolument pas de son syndrome. Les seules choses dont Lacey souffrait étaient l'autisme et aussi l'anxiété sévère. Quand je dis que ce sont aussi des zones de flou, c'est parce que la dernière fois que Lacey a été vue dehors en train de faire du sport, c'est lorsqu'elle était âgée de 21 ans. Après, plus personne ne l'a vue dehors. Et elle a 36 ans au moment des faits. Donc ça veut dire que pendant 15 années, elle est restée enfermée chez elle. Personne ne l'a revue dehors. Ses parents qui s'inquiétaient de son état ont décidé de l'emmener voir un psychologue. Donc entre 2000 et 2002, sur une période de 2 ans, elle a fait une douzaine de sessions avec ce psychologue en question. Effectivement, il a affirmé qu'elle souffrait d'autisme et aussi qu'elle avait un QI plus bas que la moyenne. En même temps, ça fait longtemps qu'elle est plus scolarisée, donc je pense que ça aide pas trop non plus. Ensuite, entre 2002 et 2010, elle n'a pas revu le psychologue. Et en 2010, c'est ses parents qui sont allés voir le psychologue pour lui dire « Écoutez, on a un problème, notre fille ne veut plus sortir de la maison, elle reste dans le canapé, elle ne veut même plus se lever pour aller aux toilettes. On a été obligé de lui apporter un seau dans le salon pour qu'elle puisse faire ses besoins. On ne sait pas quoi faire. » À ce moment-là, Lacey a 24 ans, elle vit littéralement dans le canapé.
Elle ne se lève plus, ses parents lui apportent ses repas. Et puis, petit à petit, elle commence à uriner et à déféquer sur le canapé. Elle n'a même plus la force en fait d'aller sur le seau que les parents lui ont mis. Les parents diront au psychologue qu'elle ne veut pas non plus prendre une douche. Lorsque le psychologue entend tout ça, il tire la sonnette d'alarme. Il dit aux parents, il faut que votre fille soit hospitalisée. C'est pour son bien. Ce que les parents refusent. Et ce n'est pas tout, puisqu'il décide de ne pas retourner voir le psychologue. Et au début, le psychologue, il essayait un peu d'avoir des nouvelles, de chercher comment ça allait. Et c'est aussi pour ça que les parents ne sont pas retournés le voir, ne lui ont pas donné de nouvelles. Et lui, il a tout simplement abandonné l'affaire. Mais c'est pas de sa faute. Si lui, il a dit aux parents hospitalisez votre fille et qu'après ils font rien, il peut toujours essayer de faire des choses, mais c'est aussi aux parents de se bouger. Ce qui nous amène au 3 janvier 2022 lorsque la police arrive au domicile des Fletcher. Je vous refais un petit disclaimer puisque c'est cette partie qui va commencer à devenir ignoble. En fait, la police scientifique a décidé de rendre public tous les détails et toutes les photos concernant l'affaire afin que le public se rende compte de la gravité de la situation et de l'horreur que Lacey a vécue pendant des années. Déjà, sa mort a été associée à une négligence médicale aiguë qui remonterait au minimum à l'année 2010. On est en 2022. Donc ça voudrait dire que Lacey a passé au minimum 12 ans de sa vie allongée dans un canapé, en train de pourrir. Le médecin légiste explique que lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il a vu tous ses collègues policiers dans un état second. Ils n'arrivaient pas trop à comprendre et à processer ce qu'ils étaient en train de voir et ils étaient tous choqués. Je suis entrée dans la maison. Il y avait une puanteur, une odeur de matière fécale, d'urine. Vous ne pouviez même pas retenir votre souffle. Il décrit l'odeur comme étant comparable à celle d'un égout, d'une fosse septique, bref, une odeur de mort. Il dit que dans toute sa carrière, il n'avait jamais senti quelque chose de comparable et pourtant, il en avait vu des choses. Des corps décomposés, des causes naturelles de mort, des homicides, des suicides. Mais ce qu'il avait en face des yeux, ça, il ne l'avait jamais vu. Il dira que Lacey ne s'était pas vraiment décomposée, mais qu'elle avait pourri dans son propre corps. Et c'est là que c'est horrible. Quand ils l'ont retrouvée, elle pesait 43 kilos. C'est pour que vous vous rendiez compte à quel point elle était déshydratée et en sous-nutrition. Le shérif a déclaré « Je suis shérif depuis 6 ans et il s'est passé beaucoup de choses ici, dans la paroisse d'East Feliciana, mais ce genre de scène est de loin la pire. » Sa peau avait littéralement fondu sur le canapé du salon. En fait, elle était collée au canapé du salon et sous elle, enfin c'est pas vraiment sous elle, mais il y avait un énorme trou dans lequel elle était comme engloutie par le canapé. Ils l'ont retrouvée à moitié couchée sur le côté gauche, partiellement nue, et elle avait seulement un t-shirt bleu qui recouvrait plus ou moins son corps parce qu'il était relevé au-dessus de la poitrine. Lorsqu'ils l'ont découverte, elle avait les yeux et la bouche ouvertes. Ses jambes étaient couvertes de plaques rouges, mais ce n'est pas tout puisque son visage aussi l'était. Et ils ont découvert des traces d'excréments partout sur son corps. Quand je parle d'excréments, je parle d'excréments frais, mais aussi d'excréments un peu plus vieux. En fait, ils avaient fait des sortes de croûtes sur tout son corps. Elle en avait sur son visage, sur son ventre, sur sa poitrine, dans ses oreilles et même dans ses cheveux. Sous son corps aussi, il y avait une quantité d'excréments parce qu'en fait, elle n'allait plus aux toilettes. Donc quand elle avait besoin, elle faisait sur elle et dans le canapé. Il remarque aussi que dans son cuir chevelu, il y a aussi des croûtes rouges et ils ont retrouvé, tenez-vous bien, c'est horrible, des larves vivantes dans ses cheveux. C'est-à-dire qu'il y a des larves qui étaient en train de la manger. Sur tout son corps, elle avait des sortes de blessures, de plaies, et là aussi, ils ont retrouvé des larves. Et ce n'est pas tout, parce que dans ses parties génitales, il y en avait aussi. J'ai pas de mots pour exprimer là ce que je ressens actuellement. Si les larves étaient vivantes, c'est qu'elles étaient ici longtemps avant sa mort. On va rester sur le thème des larves parce que c'est pas encore fini, pourtant c'est déjà bien assez. Ils ont retrouvé des œufs de larves, donc des futures larves, dans ses yeux, dans ses oreilles et dans son nez. Bon, inutile de vous préciser que ses ongles au niveau des mains et des pieds étaient extrêmement longs et que sous ses ongles, les policiers ont retrouvé des excréments. Très sincèrement, je pense que Lacey devait souffrir et je ne comprends pas la négligence de ses parents. Sur tout son corps, elle avait des ulcères, des escarres et elle avait même des infections qui allaient jusqu'aux os à cause des fibres, des tissus du canapé. Comme je vous ai dit, elle avait des plaies et des blessures ouvertes partout sur le corps. Quand elle était sur le canapé, les fibres du sofa ont pénétré dans sa peau et elles sont allées tellement loin qu'elles sont allées jusqu'à l'os et ça lui a provoqué une infection aux os. Faut rester combien de temps sur un canapé pour que ça en arrive là?
Eh ben 12 ans. Lacey souffrait de déshydratation et de famine accrue et elle se nourrissait avec tout ce qu'elle pouvait trouver. C'est pour ça que les médecins légistes ont retrouvé dans son estomac des fibres, des morceaux de sofa et aussi des traces d'excréments. Le sol juste en dessous du canapé avait aussi commencé à pourrir en raison de la quantité d'urine et d'excréments. Quand elle a été découverte par les policiers, Lacey était décédée depuis 48 heures et ses parents ne s'en étaient même pas rendus compte. Son père, lui, est sans émotion, sa mère, elle, pleure un petit peu. Les médecins aussi qui l'ont examinée ont dit à ses parents « Mais vous savez qu'elle était positive à la Covid-19 et vous ne l'avez pas emmenée voir de médecin ?» Ben non, en même temps, ils ne s'occupaient pas d'elle. Comment aurait-il pu se rendre compte qu'elle était positive ? Les parents ont redit aux policiers que, entre guillemets, ce n'est pas de leur faute puisque leur fille souffrait du syndrome d'enfermement, sauf que le médecin légiste y rétablit la vérité en disant que c'est totalement faux, puisqu'elle pouvait manger toute seule. Elle n'avait pas grand-chose à manger, enfin, quand ses parents lui donnaient à manger, elle mangeait toute seule, donc ce n'est pas un syndrome d'enfermement. Les parents disent aux policiers que la veille de sa mort, Lacey avait mangé des Cheetos et des sandwichs. Encore une fois, ils mentent, puisqu'à l'autopsie, à part des excréments et des morceaux de canapé, de fibres, de tissu dans son estomac, ils n'ont rien trouvé d'autre. C'est d'autant plus faux que le week-end, ils étaient partis. Ils l'avaient laissée toute seule et c'est quand ils sont rentrés de week-end qu'ils ont appelé le 911. Et quand ils sont partis, ils lui ont pas donné à manger. Pourtant, ils savaient pertinemment qu'elle ne pouvait pas se nourrir toute seule. Enfin, qu'elle n'allait pas se lever pour aller chercher à manger. Ce qui est assez aussi perturbant, c'est que quand sa mère a appelé le 911, elle était incapable de donner l'âge de sa fille. Elle s'est trompée à plusieurs reprises avant de se fixer sur le chiffre 31. Mais Lacey, elle a 36 ans. Donc ses parents vivaient, je pense, totalement dans le déni. Ils n'avaient aucune idée du temps qui passait. Il y a vraiment trop de questions que je me pose. Pourquoi l'ont-ils laissée comme ça ? Pourquoi ils ne l'ont pas emmenée voir un médecin ? Je comprends pas comment faisaient-ils pour vivre alors que leur fille était en train de pourrir sur le canapé, car il y a quand même des témoignages qui disaient qu'ils vivaient leur vie normalement et que des fois ils se mettaient, ils regardaient la télé alors que leur fille était à côté. Le problème avec cette histoire, c'est qu'on ne saura jamais la vérité. Les 3 seules personnes qui connaissent la vérité, ce sont Lacey qui est décédée, Sheila la mère et Clay le père. S'ils ont appelé le 911, c'est parce qu'ils y auraient été forcés. Du moins, c'est ce que des gens disent. Un des voisins a déclaré à une sorte de magazine d'information qu'un autre voisin était venu un jour chez les Fletcher, avait vu l'état de Lacey et avait dit aux parents « Mais là, il faut appeler le 911. C'est un cas d'extrême urgence, là. C'est une question de vie ou de mort. » Ils avaient tellement l'habitude de vivre comme ça qu'ils ne s'étaient même pas rendu compte que leur fille allait très mal. Je comprends pas comment on peut pas s'en rendre compte de ça. Et je me dis, si le voisin ne leur avait pas dit d'appeler le 911, ils auraient fait quoi ? Quand les voisins, les proches, l'entourage ont appris cette histoire, ils ont tous été choqués. Il y en a même certains parmi les amis et les collègues du couple qui ne savaient même pas qu'ils avaient une fille. En même temps, ça faisait 12 ans qu'elle était enfermée, donc s'ils les ont rencontrés après, et qu'ils ne sont jamais venus chez eux, et qu'en plus de ça, ils n'ont jamais mentionné Lacey, ils ne pouvaient pas le savoir. Pourtant, ils paraissaient gentils, aidants, ils allaient tous les dimanches à l'église, ils aidaient la communauté, c'était des membres, des piliers même de cette communauté. Mais non, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Il faut aussi préciser que Sheila était l'assistante du procureur de la ville et ancienne policière. Elle a quand même eu le culot de poster un message sur Facebook où elle a écrit « Maman et papa t'aiment tellement ». Je sais pas si t'aimes vraiment ton enfant, tu laisses pas ton enfant comme ça pourrir dans un canapé. Ce que les policiers ont trouvé assez choquant aussi, c'est que la maison était très propre. C'était vraiment que cette partie-là qui était complètement sale, qui puait. Mais moi, ce que je me demande aussi, c'est comment ils ont fait pour vivre avec l'odeur. Est-ce qu'à la fin, ils se sont habitués à ça ? Parce que les policiers ont quand même dit qu'après, pendant le reste de la semaine, ils étaient incapables de manger quoi que ce soit et qu'ils avaient l'impression que l'odeur était imprégnée dans leur nez. Est-ce que s'ils gardaient les fenêtres fermées ? Parce que les ouvrir, c'est prendre le risque que les gens qui passent à côté dans la rue sentent l'odeur. Sheila et Clay disent aux enquêteurs que c'était le choix de Lacey, qu'après s'être enfermée sur elle-même, elle voulait rester chez elle, elle ne voulait plus bouger. Et que c'est elle qui avait décidé de rester dans le canapé, de ne plus aller aux toilettes, de ne plus parler. Alors même si c'est sa décision, je pense qu'il faut quand même faire quelque chose pour s'inquiéter pour son enfant. Ou alors accepter l'aide médicale, comme le psychologue leur avait proposé au début. Ils disent aussi qu'ils continuaient bien évidemment de la nourrir, de lui donner à boire, qu'au début ils la lavaient et que petit à petit ils avaient de plus en plus espacé les choses, puisqu'au final elle ne se plaignait pas trop de sa condition.
Le 2 mai 2022, les parents sont accusés du meurtre au second degré de leur fille et un jour plus tard, le 3 mai, ils sont arrêtés. Ce qui me choque quand même, c'est qu'il a fallu 5 mois pour les arrêter alors que toutes les preuves étaient là. Là, c'est pas comme si on cherchait un tueur ou des preuves. Là, il y avait tout sous les yeux des enquêteurs. Je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Enfin, 2 jours après leur arrestation, ils ont payé chacun 300 000 $ de caution pour pouvoir être libres. Et ils ont été vus comme ça dehors. Leur procès était prévu pour octobre 2022, mais il a été repoussé parce qu'il y avait une petite faute dans l'acte d'accusation. Ce n'est que le 19 juin 2023 qu'ils sont arrêtés de nouveau et qu'ils sont inculpés par un jury. Le 6 février 2024, avant leur procès, ils sont accusés d'homicide involontaire. Ils aimaient leur fille à mort et ils ont beaucoup de regrets de ce qu'il s'est passé. Je suis pas sûre que ça n'excuse tout, mais bon. Leur procès s'ouvre le 21 mars 2024. Au début, ils nient tout acte répréhensible et c'est vraiment à la dernière minute qu'ils ont décidé de changer leur plaidoyer. Il y a quand même eu 6 heures de témoignages provenant de 11 témoins différents, dont le psychologue qui avait consulté Lacey pendant 2 ans et que les parents étaient retournés voir en 2010, celui qui avait conseillé l'hospitalisation de leur fille. Les parents se sont également défendus en disant que Lacey avait refusé toute aide médicale. Au final, ils décident de passer un accord avec le juge. Ils plaident coupables. Ils sont condamnés à 40 années de prison, dont 20 années avec sursis. Au moment de leur emprisonnement, ils ont 66 ans, donc il y a peu de chances qu'ils ressortent un jour de prison. Et s'ils ressortent, je pense qu'ils ressortiront en probation. Ce qui est assez dingue, c'est qu'ils ont vécu comme si de rien n'était à côté de leur fille qui était en train de mourir. Ils sont partis en week-end. Ils ont vécu leur meilleure vie. Je pense qu'ils gagnaient très bien leur vie puisqu'ils ont payé chacun leur caution pour pouvoir être dehors. Par contre, payer des professionnels pour aider leur fille, bah ça non. Voilà, c'est la fin de cette histoire ignoble. Je pense que c'est l'une des histoires les pires que j'ai eu à écrire en termes d'horreur, de détails. Je trouve ça... J'ai même pas de mots en fait pour décrire ça. Je vais vous laisser quand même avec un petit mot de la fin. La définition de Slaughter, qui est la ville dans laquelle les Fletcher vivent, ça veut dire abattage. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous retrouve comme d'habitude dans les commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires un peu moins ignobles.